Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une analyse d'action, l'action Sanofi. C'est une mise à jour 2023 puisque j'avais fait une vidéo similaire il y a à peu près 2 ans. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique, même si je pense tout le monde connaît la société Sanofi et ses produits. Donc les produits, donc à 71%, des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire des médicaments. Alors des médicaments utilisés pour par exemple le traitement de la sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, auto-immunes rares, des cancers, des maladies hématologiques. De la médecine générale, c'est 45%, essentiellement traitement du diabète, maladies cardiovasculaires. Bon, c'est pour ça, ce sont des produits mondiaux et qui se vendent très très bien, notamment dans les pays où les diabétiques et les malades cardiaques sont très importants, notamment en Amérique du Nord, mais pas seulement. Ensuite, pour 16%, 17%, les vaccins humains. Donc notamment vaccins contre la grippe, méningite, poliomyélite, donc également des vaccins de rappel et des vaccins destinés aux voyageurs aux zones endémiques, donc c'est une belle activité pour à peu près 17%, et enfin des produits de santé publique. Donc si on regarde les ventes par entité commerciale, donc tout ce qui est santé grand public, c'est 8,6%. C'est plus 8,6%, 5 milliards. Donc 16 milliards en médecine de spécialité, 7 milliards pour les vaccins et 14 milliards en médecine générale. La répartition géographique, donc les États-Unis pour 18 milliards, 14 milliards le reste du monde et 10 milliards l'Europe. Donc un poids assez important en fait des États-Unis. Donc c'est typiquement le type de société qui m'intéresse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi, donc bien sûr, est au CAC 40. Sanofi a 91 000 salariés au travers le monde, 59 sites de production, 20 sites de R&D. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur l'activité de Sanofi. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est pour les prochaines années, c'est de connaître quels sont les médicaments, les molécules qui vont sortir d'ici les 5 prochaines années. Alors vous savez que le cycle de développement d'un médicament est relativement long, il contient différentes phases. On ne va pas rentrer dans le détail sur les phases, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est de regarder ce qu'il y a dans le pipeline. Donc 78 projets au stade clinique, 23 en phase 1, donc c'est vraiment les toutes premières phases. Il y en a 32 en phase 2 et puis 23 soit en phase 3 ou en phase d'enregistrement qui correspondent aux dernières phases proches de la commercialisation. Donc si on regarde en phase d'enregistrement, il y a 2 médicaments, notamment le Dupixent, donc qui a fait l'objet de pas mal de publications à la fois commercial, puisque ce sera sans doute un blockbuster, également un vaccin, le Beyfortus. Ensuite, si on regarde donc des vaccins qui devraient, des molécules qui devraient sortir donc dans les 2-3 prochaines années. Donc on a des traitements en oncologie, traitement des cancers, notamment cancer du poumon et cancer du myélome. Alors, je ne suis pas un expert dans ces domaines-là, je suis désolé. Ensuite, des molécules pour les traitements neurologiques, notamment la sclérose en plaques, qui affecte chaque année un nombre important de personnes. Ensuite, donc le traitement des maladies rares, puisque c'est également un des objectifs en fait de Sanofi, c'est d'être capable de traiter bien sûr des maladies relativement répandues, mais également d'essayer de développer des molécules pour le traitement des maladies rares. Enfin, un vaccin supplémentaire, notamment pour le traitement de la méningite.
Donc un bon pipeline au niveau de Sanofi. Maintenant, si on regarde les chiffres clés, alors j'ai eu des remarques sur une dernière vidéo sur la difficulté à lire un tableau qui peut paraître relativement complexe, hein, donc on va le voir un peu plus en détail, je vais prendre un peu plus de temps. Si vous souhaitez revenir sur l'examen de ce tableau, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo et faire un arrêt image. Alors on va démarrer par le compte de résultat. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait comme indicateur, c'est le revenu, bien sûr, hein, donc le chiffre d'affaires. On est alors LFY, last fiscal year, la dernière année fiscale, TTM, trailing 12 months, c'est les 12 derniers mois glissants. C'est pour ça que le chiffre est un peu différent entre TTM et LFY, notamment en cours d'année ou en fin d'année. Ce qui permet de voir néanmoins, on va se rapprocher de la fin de l'année, les données datent du 31 juillet 2023, de voir donc une légère progression prévue en fait du chiffre d'affaires, une progression un peu plus forte de l'EBITDA, donc ça c'est assez intéressant. L'EBITDA représente à peu près un tiers du revenu. Ensuite, moi ce qui va m'intéresser, c'est de regarder l'efficacité de la gestion, notamment le ROE. On voit que le ROE est en progression par rapport aux 5 dernières années et de l'ordre de 12%. Alors, généralement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des ROE supérieurs ou égales à 15%. Là, on est quand même sur de l'industrie lourde, hein, l'industrie pharmaceutique. On a un ROE de 12%, ce qui me semble tout à fait correct. Maintenant, on va s'intéresser à la santé financière et également aux marges. Donc, si on regarde le payout ratio, c'est la part allouée en fait du free cash flow pour distribuer du dividende auprès d'actionnaires. Il est de l'ordre de 50%, ce qui est très bien. Ça veut dire que l'entreprise va donc rétribuer les actionnaires à hauteur de 50% du free cash flow et pourra utiliser le reste du free cash flow notamment pour se désendetter ou pour investir. Alors si on regarde le free cash flow, donc 4 milliards de free cash flow, et puis si on regarde maintenant les marges, donc on va regarder la marge opérationnelle qui est de 23%, c'est pas mal, une marge brute de 70%, c'est encore mieux, et une marge nette au niveau de la profitabilité qui est de l'ordre de 18%. Donc on voit quand même que Sanofi est une société donc, qui est très rentable hein, puisque le taux de marge est relativement élevé. On va regarder maintenant du côté de la dette. Donc on a 13 milliards de dettes. Donc pour un free cash flow de 4 milliards, donc si on tient compte du payout ratio de 50%, donc ça veut dire que globalement 2 milliards pourraient servir au remboursement de la dette, ça veut dire qu'il faudra à peu près 5-6 ans pour la société pour rembourser sa dette. Donc on peut dire que c'est une dette tout à fait soutenable dans le temps. Maintenant, on va regarder des indicateurs un peu plus généraux, comme le price earning par exemple. Donc c'est un indicateur que j'aime bien regarder. Donc c'est le ratio entre le prix de l'action et puis le gain par action. Donc on est sur un price earning de 17, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne, en tout cas d'une moyenne que j'aime bien qui est autour de 15. Donc on peut peut-être payer légèrement un peu plus actuellement Sanofi si on l'achète au cours actuel. On le verra ensuite sur l'analyse graphique. Donc le dividende, donc comme on l'a dit, 50% du free cash flow. Donc si on ramène le free cash flow par action, on est autour de 9, hein, 8,71, 9,62. Et puis donc la distribution de dividende, 3,56 € par action. Avec le payout ratio qui est l'ordre de 50%. Donc un payout ratio autour de 50% ou inférieur à 50%, moi ça me paraît tout à fait convenable. Maintenant, on va regarder les taux de croissance, ce qu'on appelle les taux de croissance annuels composés, CAGR. Alors, au niveau du revenu, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement, le revenu est à évolution lente, hein, de l'ordre de 5% par an. Par contre, si on regarde le earning per share, on voit qu'il est en croissance beaucoup plus forte, donc ce qui marque une capacité de l'entreprise à augmenter ses marges et donc à augmenter sa profitabilité par action,
c'est très bien. Par contre, la croissance du dividende, elle, est à peu près de l'ordre de la croissance du chiffre d'affaires. Si on regarde sur les 5 ans, moi ce que j'aime bien comparer, c'est par exemple la croissance de la dette. Elle est assez maîtrisée, elle est identique à peu près à la croissance du revenu. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, la profitabilité augmente plus rapidement que la dette. Donc ça c'est également un point qui est très positif. Alors maintenant, si on regarde l'analyse graphique sur le long terme, les droites de régression, donc on a sur cet écran en fait, hein, donc la valeur théorique c'est la droite en rouge, un cours théorique à 86,16 €, on est actuellement autour des 99,50 au moment où je tourne la vidéo, donc on a un écart théorique de 13%, donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait corriger. Bon, après les cours sur lesquels on se trouve, on y est quand même assez régulièrement dans le temps, hein. Si vous regardez les 20 dernières années, on est quand même assez régulièrement entre le prix théorique et on va dire globalement les 2 sigma. Donc les 2 sigma, ça nous amènerait autour des 115 €. Et puis on est également relativement souvent en dessous du prix théorique. Hein, donc c'est pour ça qu'on a un coefficient de corrélation de 0,66, donc c'est un cours qui fluctue énormément. Donc moi typiquement ma stratégie sur ce type d'entreprise, bah, c'est essayer de les acheter lorsqu'ils sont en dessous de son prix théorique et éventuellement alléger si j'en ai beaucoup, si je suis surchargé, par exemple ici entre 1 et 2 sigma. Donc par exemple acheter autour de moins 1 sigma, revendre entre plus 1 et plus 2 sigma. Donc théoriquement ce serait d'acheter autour des 71 et de revendre autour des entre 100 et 115. Ou du moins renforcer et alléger dans ces zones-là. Si on regarde maintenant l'analyse graphique long terme, droite de régression, dividende inclus, alors ça c'est une information qu'on peut avoir en fait sur le site belignac.com. Donc on a en rouge donc une valeur théorique qui est un peu supérieure à celle que j'ai hors dividende, donc à 119 €. On voit qu'on est actuellement en dessous, donc on a potentiellement une marge de progression. Mais on peut voir quand même que l'action régulièrement, en tout cas depuis un petit moment, depuis 3-4 ans, elle évolue en dessous en fait de sa valeur théorique. Alors si on regarde maintenant l'analyse graphique moyen terme, c'est-à-dire plutôt sur les 2-3 dernières années, donc on peut voir que l'action évolue dans un couloir ascendant depuis septembre 2022 et on peut distinguer donc des résistances, également des supports. Alors, au niveau des couleurs, je le rappelle, le violet c'est au niveau mensuel, bleu c'est au niveau hebdomadaire. Sachant que les supports et les résistances au niveau mensuel sont réputés être un peu plus solides que les résistances au niveau hebdomadaire. Je ne suis pas descendu au niveau journalier pour essayer de rechercher des supports et des résistances puisque je suis investisseur plutôt long terme. J'aime bien travailler en fait sur les données au niveau mensuel et hebdo. Alors si on regarde l'évolution du cours, donc on peut voir qu'on a un support majeur autour des 76 € et puis une résistance majeure dans la zone 106 €. 106 € étant atteint, c'était le maximum qu'avait atteint l'action Sanofi bien autour de février-mars 2022. Donc depuis, il y avait une belle correction, puisqu'elle est retournée en fait sur un support autour des 76, et ensuite, depuis ce plus bas autour des 76, un peu plus de 76, eh bien on est dans ce couloir ascendant. Donc typiquement en termes de support, on pourrait tout à fait avoir soit joué en fait les bornes du canal ascendant, donc renforcer sur les bornes basses, alléger sur les bornes hautes, soit on peut se baser en fait sur les différents supports qui se trouveraient autour des 92, des 88, puis ensuite des 83 €. Une dernière fois en fait, un retour éventuellement sur un support autour des 76 €. Donc en cas de hausse, donc on risque de rentrer ici sur une zone de support assez importante avec un plus haut qui était touché donc autour des 106.
Alors, soit si on est bien chargé, on pourrait alléger éventuellement autour des 106, qui était le plus haut historique, pour essayer, pourquoi pas, d'attendre un repli sur les 92 pour charger. Ou éventuellement, si on est très confiant, eh bien on va aller au-delà des 106 et puis attendre, par exemple, de toucher plus un sigma qui se tirait plutôt autour des 112 euros. Voilà, ça me pourrait me paraître tout à fait cohérent. Alors quels seraient les points d'entrée, hein? Donc d'abord Sanofi pour moi donc a un statut de valeur de fonds portefeuille donc pour le dividende mais également avec une faible croissance. Donc on combine à la fois une croissance et du dividende. Donc c'est une société qui me paraît tout à fait intéressante à mettre dans le portefeuille pour le très long terme. Il y en a relativement peu des sociétés donc pharmaceutiques, notamment dans le CAC 40, c'est la seule. Bien sûr, en dehors des medtech, tout ce qui va être entreprise de technologie, où là, à titre perso, je n'investis pas. Donc pour moi, Sanofi, c'est vraiment une action qu'on peut mettre dans le portefeuille sur le long terme. J'ai un prix théorique sur la droite de régression à 86,16 €. J'ai un PRU qui est un petit peu en dessous à 82, donc je pourrais tout à fait renforcer même sur des cours un peu plus élevés que 86 €. On est actuellement à 99 €. Sanofi représente 3,56% de mon portefeuille. J'en détiens 27 pour un montant de 2682,18 €. Alors, ma stratégie Sanofi, ce sera un achat renforcement sur les supports hein, que j'ai visualisé graphiquement à 92-93 €, puis en cas de baisse 88, ensuite 82, puis 76 €. Bon, je suis pas trop chargé, j'ai que 3%, hein, donc je pourrais tout à fait me renforcer. Vente à allègement sur résistance autour de 106. Pas sûr que j'allège autour de 106, j'attendrai peut-être d'aller encore un petit peu plus haut. Je vous ai mis à droite en fait l'évolution des dividendes dans le temps, donc on voit que malgré des fluctuations fortes des marchés, notamment une correction avec la période Covid en mars 2020, la société a continué à délivrer des dividendes en hausse. Donc on peut dire que c'est une société relativement résiliente. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.